Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons pour la seconde fois notre ami Évrard de Besançon qui va nous parler de l'esprit. Alors, bonjour Évrard. Alors bonsoir, bonsoir Anne et puis bonsoir tout le monde. Alors, Et, ravi de te recevoir pour la seconde fois sur l'émission. On a décidé de parler de l'esprit aujourd'hui et on va le faire avec beaucoup de légèreté. ouais. Et puis d'ailleurs oui, on va essayer de trouver l'esprit ce soir, donc il va falloir qu'on soit nous des esprits à la recherche de l'esprit. Donc voilà. Ok, Ça... bah écoute, là je me laisse complètement guider, puisque c'était un thème qui te tenait particulièrement à cœur, c'était de remettre l'esprit au centre et de bien faire la distinction entre conscience, esprit et tout ça, c'est ça hein, que tu m'avais dit. Oui, bah alors c'était, on va dire que c'était l'idée de départ, un petit peu faire le tri, essayer de clarifier les choses à propos de l'esprit et de divers mots, et puis finalement les choses se sont pas faites spécialement comme je m'y attendais. Et on va se contenter plutôt d'avoir une approche vraiment différente là, d'essayer de trouver l'esprit, mais par l'esprit. Et on verra que justement, c'est peut-être un des concepts qu'il faut pas chercher à comparer à d'autres, ou à dire quelle est la différence entre l'esprit et ceci. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi et de expliquer. Enfin, ça suffit pas parce que c'est vrai que j'ai fait auparavant, j'avais fait beaucoup de présentations, que ce soit un petit peu de façon scientifique pour montrer que l'esprit, quelque part, il existe ou il est montré par des expériences. Et puis, au final, tout ça, c'est un peu absurde. Après, je suis allé plutôt dans la voie de la philosophie et puis voir que l'idéalisme était la représentation qui partait de, comme hypothèse, l'esprit et puis qui en fait après la représentation mentale. Mhm. Euh, et ça, je me suis rendu compte aussi que c'était encore pas la bonne approche et que réellement maintenant, on atteint la phase où on va utiliser l'esprit uniquement. On n'a pas besoin de toutes ces idées mentales. Là, c'était un peu pour pour clarifier les choses, on va dire, pour que ce soit posé là, pour que ça existe, que ça ait le mérite d'exister et puis que ça ait été expliqué. Mais à partir de maintenant, on va vraiment aborder l'esprit d'une manière complètement différente. C'est-à-dire ça se rapprochera beaucoup plus de, on va dire, la voie du milieu ou ce qu'il va y avoir dans le bouddhisme, mais en allant aussi encore plus loin. On pourra parler aussi, par exemple, des principes d'Hermès, qu'on a dans le Kybalion. Et Si c'est puis, bien que tu me tiens par les en fait, on va sentiments. se laisser aussi. Ouais, mais justement, il y aura beaucoup de mots ou de concepts qui sont intéressants à aborder de cette façon-là, en partant de l'esprit, en disant que ce soit les principes d'Hermès ou le mot Dieu, par exemple, ou le mot âme, ou le mot être, puisque la question, en fait, enfin, réellement, ce qui nous intéresse tous, c'est pas de savoir ce qu'est l'esprit, c'est réellement retrouver sa propre nature, parce qu'on sait, c'est-à-dire arriver à concevoir ce qu'on est réellement, et puis pour arriver à le percevoir, et donc redevenir cette vraie nature de l'être. Mhm. Alors, on va, alors, on pourrait parler aussi peut-être des choix aussi, parce que ce qui est amusant, c'est que cette émission, justement, elle était prévue par moi, elle était, on va dire, attendue et préparée d'une certaine façon, et tout a été fait pour que ça se fasse jamais de cette façon. Et même là aujourd'hui, donc j'ai couru depuis ce matin et je me suis retrouvé 2 heures avant l'émission qu'on devait faire à 18 heures, en train de commencer à ranger toute la pièce où je devais filmer. Et puis c'était complètement absurde. Je devais préparer 2, 3 slides avec quelques mots dessus que je devais montrer. Et puis finalement, c'est mieux puisqu'il faut pas que je les montre. Ça veut dire déjà ça aussi. Et Tu sais bien, je suis en fait les petits fils qu'on nous amène. Hein. On fait nos là, propres synchronicités, tu le sais bien, as fabriqué tes synchronicités toi-même, donc il y a une raison. là, c'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir à ça puisque pour ceux qui nous regardent, donc Anne m'a appelé 3 minutes avant 18 heures pour me demander si on pouvait pas repousser 2 heures plus tard. Donc ça m'arrangeait puisque moi j'en étais encore dans mon rangement et j'allais me poser à la minute là devant mon ordinateur. Et puis ça fait penser justement à la préparation ratée de cette émission finalement. Est-ce que depuis le début, depuis un mois, j'étais pas en train
à chaque fois que je voulais préparer quelque chose et que c'était repoussé, est-ce que réellement j'étais maître de mes actes? Est-ce que Ah, en ça décidant de faire ça une commence à chose, m'intéresser, effectivement. ben justement en plus parce que c'est lié. Est-ce que je me suis dit après, mais si ça se trouve, euh, est-ce que toi, par exemple, tu as été poussé ou les événements ont fait en sorte que tu te retrouves aussi à devoir repousser de 2 heures juste pour que je puisse avoir ces 2 heures? Mais on pourrait se dire aussi à l'inverse que c'est moi qui qui agit d'une certaine façon pour te permettre d'avoir aussi pouvoir manger et te reposer avant. Exactement, ou la conscience Et de deux qui se rejoint quelque part et qui, elle, cette conscience collective prend le dessus sur la conscience personnelle. voilà, Tu vois, c'est là aussi où le lien des deux qui pourrait peut-être dire, bah tiens, le mieux, en fait, ici, il y a une imbrication entre ces deux personnes-là qui doit amener quelque chose. ben, voilà, les événements qu'on vit, on les vit pas par hasard. Là, si on devait faire cette émission à 20h02 ce soir, c'était vraiment, ça a été un choix, c'était pas de notre propre intention en fait. Nous, on avait des plans, on a eu des événements dans notre vie qu'on dirige pas. qu'on- Alors, a priori, on peut se poser justement la question du libre arbitre, parce que Oui. à ce moment-là, on va se dire, oui, mais on dirige les événements de notre vie, on a des choix, des moments précis, par exemple, en même temps, il y a Noël, bon, après, il y a diverses autres choses, on a des vacances, après, on doit faire quelque chose, il y a un événement, un accident qui repousse ce qu'on doit faire. Et puis, le libre arbitre, c'est quoi? C'est vraiment être capable de faire, prendre des décisions, de faire des choix avec un jugement éclairé. Donc, et nous, ben, en tant qu'être humain incarné, on peut se dire, mais est-ce qu'on a un jugement éclairé? Éclairé, ça veut dire avoir connaissance de la situation, réellement des actes et des choix, et puis des effets des conséquences de nos actes. Mais en Mhm. réalité, on est déjà ignorant de tout ça. Et on peut se demander si c'est un peu sacralisation du libre arbitre par l'humain, c'est aussi, il faut voir l'envers de la médaille et se dire on n'est pas très bien placé là avec notre façon de voir les choses et de les interpréter et puis de les percevoir pour prendre des bonnes décisions. Alors, Là, c'est écoute, donc même là, la preuve là avec ce qui se passe. mm, je voulais dire aux Vas-y. auditeurs que les auditeurs, moi je le répète très très souvent, c'est que la vérité d'hier peut être une vérité différente demain en fonction des rencontres que je vais faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais rester statique dans sa manière de penser, c'est une évolution constante. Donc nos vérités dépendent en fait de la perception, du filtre de perception. Mais si notre filtre de perception change à chaque fois que nous rencontrons un événement, que nous rencontrons une personne, que nous rencontrons une situation, hein, et je veux dire, donc, d'office, notre vérité va changer. Oui, tu dis ça par rapport peut-être à des choses que tu as dit sur le libre Et arbitre, le c'est libre ça? arbitre, pour moi, donc pour moi, au départ, on a le libre arbitre, mais c'est du point A au point B où tu as signé un contrat du point A au point B, et puis entre les deux, il y a ce côté où tu as le libre arbitre, mais tu es quand même coincé dans un entonnoir où on te dira quand même, fais ta vie, tu arriveras au point B. Tu vois, c'est cette notion, moi, qui me. Et c'est vrai que la notion est très, très relative, en fait, du libre arbitre, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un déterminisme. Et donc là, il y a ce côté un peu de balance entre les deux. Parce que si Alors, c'est l'absurdité du déterminisme, alors tu vois, c'est ça aussi, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que nous soyons là maintenant? Est-ce que nous avons, ou c'est juste pour jouer un rôle, on est dans un rôle qui est déjà déterminé, et au final, ben, quel est l'intérêt? Tu vois? Et là, tu eh reviens sur ben, l'absurdité. de toute façon, ce sera très long d'arriver à la réponse que je dois donner, puisque ça nécessite de comprendre justement ce qu'est l'esprit, parce que quand on parle de libre arbitre, ça concerne l'être divin, on va dire, au sens où qui a une perception absolue et qui connaît les conséquences de ses actes avec certitude. Et là, on peut se demander justement quelle part de nous, dans l'humain, est cette partie qui a le libre arbitre. Et c'est justement le problème de concevoir le libre arbitre de façon miroir, puisque on veut que ce soit l'être humain qui l'est, alors que l'être humain c'est pas c'est l'objet de l'identification. Donc c'est le même la même inversion de vouloir que ce soit l'être humain qui l'est. Alors en réalité, retrouver un réel libre arbitre, on se rendra compte que j'ai envie de poser la question autrement. Est-ce que vraiment, si on était libre là de nos choix, on faisait ce qu'on voulait mentalement, c'est-à-dire si
quand j'avais voulu préparer cette émission, par exemple, je l'avais fait de façon rationnelle en me disant, bah, il me reste 2 heures, je dois faire les quelques slides que je voulais montrer pour montrer des mots et quelques explications. Et ben, en fait, ça aurait été moins bien, puisque on aurait eu une genre de distraction, divertissement, un lien au mental vers des mots, alors que là, on devait se laisser porter par l'esprit. Et puis, d'un autre côté, moi, de passer 2 heures à ranger au lieu d'être devant mon ordinateur, j'étais beaucoup plus en forme. Ouais, J'ai mais bougé partout, tu j'ai n'es pas couru dans dans une toute la angoisse. maison. Oui, mais tu n'es pas dans une angoisse de dire, tiens, qu'est-ce que je vais devoir dire, comme tu dis, dans le mental. Et en fait, souvent, nos actes sont tellement parfois mentalisés qu'ils ne sont Mais, pas, comment dire, lâchés librement. Et c'est peut-être une erreur aussi, finalement, de ne oui, pas se mais c'est pas, laisser. tu vois, je peux trouver plein de bonnes raisons. Moi, je me disais pas que c'est parce que je savais pas quoi dire, mais surtout parce que je me disais, j'ai une liste de mots, si je les affiche pas, bon, enfin, ceux qui nous regardent vont vite les oublier. Mais c'est peut-être justement le but. Il faut pas qu'ils restent fixés devant et puis qu'ils en voient certains plus que d'autres. Donc, et puis là, finalement, bah, ça nous permet de partir aussi sur ça m'a fait me poser de nouveau la question de qu'est-ce qu'on décide et puis d'en parler avec un exemple concret là. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, est-ce qu'ils ont réellement décidé, là, en tant qu'être humain, de s'intéresser à ce genre d'émission et de venir voir quelque chose sur l'esprit? Mais peut-être que c'est juste une synchronicité qui se crée à eux-mêmes. Et, Et c'est comme quand je dis avec les algorithmes qu'on a pour le moment sur comment dire, les réseaux sociaux, c'est que tu tombes sur des choses qui t'intéressent potentiellement. Donc, je vais dire, tu as tout un chemin, genre de jeu de loi, où tu passes d'une vidéo à l'autre, et puis tu apprends au fur et à mesure, et même moi, c'est très surprenant, mais je change d'opinion par moment, et je l'admets complètement, et je suis très, très OK avec ça, parce que, comme je te dis, je ne reste pas figée sur une vérité, parce que ce serait débile de se dire, si je suis figée sur une vérité, ça veut dire que je n'évolue plus. Tandis que si je continue à rester avec mon esprit ouvert, eh ben, ça me donne des opportunités d'avoir un état d'esprit beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert à d'autres choses. Donc voilà, finalement, c'est une ouverture d'esprit. Esprit. d'ailleurs, c'est marrant. Mais oui. De toute façon, on est là pour ça et je pense que ces questions du libre arbitre, on les reprendra de toute façon puisque c'est faire la différence entre le libre arbitre et l'intention de l'esprit, qui est autre chose. C'est ça en réalité que tu veux rechercher, c'est-à-dire être capable de retrouver ce qui est dans ton intention, la bonne qui va dans la bonne direction pour toi. Et la première intention que j'ai trouvée, sa propre nature. Ça, c'est à la fois la première et la finale. Tu vas pas aller dans une direction. Puis c'est marrant, quand j'ai écrit tout à l'heure libre arbitre dans mes notes, j'ai écrit libre arbitraire. Et puis, en fait, ce serait ça. Alors, l'humain, on voudrait qu'il ait le libre arbitraire, c'est-à-dire qu'il puisse être capable de faire des conneries et pour s'enfermer lui-même et se faire souffrir lui-même pour l'éternité. Donc, la part de libre arbitre, il faut voir que faut pas vénérer ça, faut plutôt essayer de se retrouver soi et redécouvrir sa propre intention, qui est la vérité, celle de la vie. Et, et Sortir là, du on pourra se rendre persona. compte, Sortir du persona. voilà. Et bien sûr, il y a des phases où on va devoir remettre en question cette liberté pour pouvoir y accéder pleinement. Alors, j'ai un exemple. En se disant ça, par exemple, on est des marionnettes. Là, un petit peu, les événements, on les subit. Mais ça arrive. On devrait se dire que c'est comme ça qu'on doit créer. J'arrive mieux à écrire et à peindre des œuvres ou des dessiner, justement quand je suis pas libre de mes choix et de mes actes. Et en fait que Parce que ça canalise ton esprit d'être un peu cloisonné. Donc, quand on est dans une situation qui est un peu entonnoir, tu es obligé de te dépatouiller avec une situation qui t'emmène. Et c'est toi alors qui va faire aller ta créativité pour essayer de sortir de la situation. en fait, j'ai constaté que mon esprit fait en sorte que je dépasse ce que je fais habituellement et dépasser mes peurs. Euh, là, je te vois figé. Est-ce que tu Ah, m'entends moi, je suis encore? toujours là, je t'entends très bien. D'accord. Alors, un exemple, c'est quand
je peignais un tableau, je me suis rendu compte, j'ai essayé la dernière fois de faire des traits droits. À chaque fois, ils étaient courbes. Et puis quand j'essayais de faire une courbe, ils étaient droits. Ou alors je loupais le pinceau, il y avait un truc qui coulait. Je m'en sortais plus et je me suis retrouvé à avoir une dizaine de choses à gérer en même temps qui étaient nouvelles. Et là, le mental, il était foutu, quoi. Donc repris comme j'ai pu, je me suis laissé aller. Et puis finalement, j'ai découvert après coup, au séchage, ça crée des choses magiques dessus. Et que c'était peut-être vers cette voie-là, même au crayon, là, j'ai refait un dessin récemment. À chaque fois que je loupe quelque chose, il y a le compas qui glisse et je fais un trait, je me dis, ah, je devrais recommencer encore un ancrage. Puis maintenant, j'ai une autre réaction. Je me dis, ça y est, c'est le début de quelque chose que je vais découvrir à la fin, quand ce sera complet. Et quelque chose qui m'oblige aussi à ajouter un détail que Alors, j'aurais pas est-ce que ça ajouté, voudrait dire, et qui voilà, se donc ça dévoile tout veut dire seul. que dans une Donc, situation donnée où tu as l'impression que tu es censé vivre quelque chose sur une autoroute, il va avoir un petit grain de sable qui va arriver et au lieu de s'en inquiéter, c'est de dire justement, ben, tiens, qu'est-ce que ce petit grain de sable est venu m'apporter mais c'est et ça. faire peut-être ce détour qui va t'amener à rencontrer une personne adéquate, à découvrir quelque chose de nouveau dans ta vie. Et pour finir, bah, de toute manière, tu reviens peut-être sur l'autoroute par après, mais peu importe, en fait, tu as tout le temps d'apprendre et de découvrir. Ouais, puis justement, c'est ça, avoir la foi, mais les suivre vraiment. C'est pas suivre le mental. Justement, c'est voir là où on dérape. Et là où on a des attentes, quelque chose même qui est presque certain qu'on va faire, comme un trait qui devrait être droit, il est certain, quoi. Ça fait 40 ans que je dessine, quoi. Donc, et puis là, non, ça voulait pas. Et je me dis, c'est quoi? Et il Et y a là, un tu ne côté prends, magique à ça, parce qu'en oui, même temps, on se découvre. c'est ça. Tu ne prends plus alors ce défaut ou ce petit engrenage négatif que tu penses au départ négatif, tu ne le prends plus dans ton état d'esprit comme quelque chose de négatif, mais quelque chose qui t'apprend. Ouais, puis essayons d'imaginer plutôt que d'être un genre de robot doté d'une IA qui est capable de faire comme une imprimante, reproduire l'image qui visualise. Quel est l'intérêt de faire de l'art, en fait? Même pour soi-même, reproduire une image mentale, ça a aucun intérêt pour moi. Mhm. Alors que là, on constate que si on n'est pas dans le mental et là, j'ai envie de dire, c'est même pas que ça. Moi, j'ai jamais été capable de visualiser ce que j'allais faire, mais là, ça a été un niveau où même mon corps a été pris sous contrôle par l'esprit pour me faire déraper et me dire, mais vas-y, laisse-toi aller. Et j'en, je vais même en écrire toute une histoire de ce qui s'est passé avec un tableau parce que s'est terminé, on va dire, par un moment de grâce le 31 décembre 2024, donc vers 21h. Et là, comme s'il y avait eu un genre d'illumination, une convergence pour que justement, je découvre que ce moment où je terminais le tableau avait été prévu et planifié par tout un enchaînement d'événements complètement improbables et me retrouver à écouter de la musique dont les paroles d'un coup me parlaient et étaient en train de répondre à mes questionnements ou à me donner des conseils sur ce que je devais faire. Donc Alors, la c'était phrase, alors donc, Évrard, si on peut dire aussi que la phrase l'univers complote à ton bien-être, c'est un peu ça, c'est que tu n'es même pas maître de ce on va comploter pour toi finalement aussi. Ça veut dire que quand on dit ce que tu attends te cherche aussi, etc., au final, il y a plein de conséquences de choses qui amènent à tu obtiens ce que tu dois obtenir au moment où tu dois l'obtenir. Et là, ça va être un oui, puis petit peu. ça. Oui, pardon. Et ça répond à nos intentions les plus profondes, les vraies aspirations, c'est-à-dire là la création de quelque chose. Donc c'est vraiment, et je pense que la clé c'est déjà de commencer à s'ouvrir à ça et aller émettre les intentions qui vont vers nos aspirations déjà. Et après il faut être capable une fois que le résultat soit détourné et au final il y ait des souffrances, mais qu'à chaque fois on en retire beaucoup plus, quoi. Et j'ai découvert énormément de choses. La preuve, c'est que tout ce que je dessine et je peins actuellement, mais ça se produisait déjà quand j'écrivais, quand j'ai commencé à écrire, mais encore plus maintenant, eh ben, je le découvre après coup. Je suis en train de l'écrire ou de le réaliser, puis après, il y a plein de choses qui m'apparaissent où j'en comprends le sens après. Ça donne aussi l'intérêt de l'existence à être comme une sorte de découverte permanente réelle. Là. Si ça répondait à nos attentes, ce serait pas terrible quand même. Là,
Là, On c'est devrait mieux que toujours nos agir attentes. de façon très rationnelle. Voilà. Au final, là, on est Et il dans le faut, mieux que nos attentes parce que l'univers, finalement, c'est mieux que nous, ce qui est meilleur pour nous, au final, englobé. ouais. Et ça met du temps parfois parce que justement, on se borne à bloquer certains résultats possibles. Donc, Donc, il ne doit pas avoir d'attente de résultat pour par que ça exemple, devienne logique. c'est un genre de recherche de la perfection mentale ou de vouloir, je sais pas, même en écrivant un livre, par exemple, en se disant, bah, je le finaliserai que quand il me semblera parfait. Ce serait, euh, ce serait ne pas laisser l'opportunité finalement déjà de faire quelque chose vite et puis de passer à autre chose parce que on n'est pas, il faut pas qu'on reste sur place éternellement. Donc on accomplit des choses qui nous permettent de découvrir et ça ne veut pas dire qu'après on va reproduire ce même schéma puisque de toute façon même là il y aurait plus rien à découvrir de plus dans le même processus. Donc il faut dire que la prochaine découverte prendra aussi une autre forme et que l'objectif voilà c'est pas de répéter sans arrêt les mêmes d'avoir toujours la même attente, il faut aussi se laisser dévier et puis au gré de la vie. Alors, ça me fait penser un petit peu aussi, donc tu ne peux pas créer de nouvelles choses. Tu ne peux pas t'attendre à une nouveauté à partir du moment où tu fais toujours les mêmes choses. Donc, c'est ça l'intérêt d'oser sortir de sa zone de confort, parfois surfer sur des choses qui sont inconfortables pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc, si tu es toujours dans le même schéma, il faut faire ceci, il faut travailler pour gagner de l'argent et que tu te dis tout le temps, il faut travailler pour gagner de l'argent, au final, tu ne sors jamais de ta zone de confort, tu ne fais jamais en sorte de créer un événement que tu n'as pas l'habitude de voir, puisque tu ne fais que travailler pour gagner ta vie. Donc, à partir du moment où tu décides de mettre une Ben, intention et que tu te dis, ben, je change mes habitudes, je suis ouverte à accepter quelque chose de nouveau dans ma vie qui peut m'amener là plus vite encore un miracle que si c'est toujours les mêmes choses, aussi à quoi à s'attendre, puisque c'est toujours les mêmes choses. Ce ne sera jamais des miracles. ah oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser à l'émission, bon, la première qu'on avait faite ensemble, où j'avais parlé vers la fin de la foi. Et c'est ça, entre nos croyances qui veulent nous faire aller quelque part et puis les attentes, j'avais abordé d'une certaine façon la foi en expliquant que c'est à la fois être soi, c'est aussi aller vers l'inconnu. Et, et ça, on n'est pas capable, nous, justement, si on avait ce libre arbitre, on va dire humain, avec nos critères de décision, de dépasser nos peurs. Donc, il faut qu'il y ait des événements imprévus qui nous poussent dans un sens ou dans l'autre et qui nous remettent sans arrêt en question. Tu l'as vécu avec, par exemple, tes affaires judiciaires Bien sûr, et ça m'a sorti policières et de toutes sortes. Oui, ça sort de la zone de confort. Et comme tu dis, c'est vrai que l'humain, qu'est-ce qu'il ferait? Il aime bien les habitudes. Les humains aiment beaucoup les habitudes d'ailleurs, hein, parce que c'est une question en fait de mode de rotation. Enfin, c'est confortable. Donc l'humain va chercher toujours la facilité confortable, donc s'endormir constamment sur ses lauriers. Tandis que si tu sors de ta zone de confort, effectivement, c'est là que tu apprends le plus. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que d'oser franchir les limites de ma peur. Ça devient excitant parce qu'en fait, tu fonctionnes une fois, ça fonctionne, tu te dis, une fois, ça va. Deux fois, je refais parce que je me dis, bon, écoute, autant vérifier une deuxième fois. Ça va toujours, j'ai survécu. Tu vois, c'est en fait nos peurs, c'est quoi? C'est ce que nous nous limitons au niveau de notre tête. Mais libre à nous d'écarter un tout petit peu chaque fois les barrières, mais en fonction de notre confort aussi. Hein. Tu n'es pas obligé de faire ça tout de suite. Hein. Tu peux très bien laisser un petit garde-fou et puis au final, toujours aller plus haut, plus loin, plus fort et t'aboutis sur des choses que tu connais pas en fait finalement. Moi, il y a des choses que je viens de découvrir, que j'étais capable de faire ou que je suis capable de supporter, que je n'aurais jamais cru pouvoir faire dans ma petite vie de maman traditionnelle, aller gagner ma vie, travailler 8 heures par jour et aller faire la popote pour mes enfants, etc. Et dans un système judéo-chrétien avec des valeurs qu'on nous a imposées, etc. Je pense que toi, tu es dans le même cas aussi. Tu te découvres une autre version de toi-même. Oui, bah, la véritable version de soi-même, puisque on comprend bien que toutes ces peurs et tous nos programmes bah, d'habitude ou d'attente, c'est justement de ça dont on doit se débarrasser. Et on pourrait même se dire qu'en réalité, c'est ça qui nous empêche,
de réaliser nos propres intentions. Donc c'est normal que on puisse pas considérer que c'est suivre notre mental ou ces choix-là d'être libre ou d'avoir un libre arbitre, puisque c'est vraiment ça qui nous enchaîne. C'est ça. Et tu te rends compte d'ailleurs sûrement maintenant que plus tu te libères de ces programmations, plus justement tu te sens libre de décider justement, juger des choses. Tu agis pas constamment en inconscience en disant bah là dans telle situation je dois agir de telle façon. Tu te poses la question au moins. Donc si tu croises voilà des policiers qui t'arrêtent, eh ben tu es capable maintenant d'avoir un meilleur jugement puisque tu as vécu certaines choses et tu t'es libéré de programmation qui t'empêchait d'avoir d'envisager certaines choses ou de les vivre comme il fallait. Et justement, se débarrasser de toutes ces croyances mentales, toutes ces programmations et toute habitude, c'est retrouver sa liberté après d'exercer son jugement et son influence. C'est être plus soi-même, voilà, dans la justesse. Même si ça déplaît à ceux qui nous entourent. Et ça, c'est bien un rappel qu'il faut faire. Parce que le problème, c'est que tout le monde n'a pas l'habitude, évidemment, de se retrouver face à quelqu'un qui agit en fonction de qui il est et plus de ce qu'on attend de lui. Donc moi, je réagis comme j'en ai envie, dans le sens, c'est pas une question d'égoïsme, parce qu'il y a quand même des valeurs. On va parler justement des lois immuables qui sont reprises par Hermès. Il y a quand même des bases qu'on doit se mettre qui doivent être des fonctionnements logiques dans l'univers et qu'on doit tenir compte. Ça nous responsabilise d'autant plus depuis que nous sommes des êtres, je veux dire, un peu plus enfin oui, j'aime pas, c'est même pas une question de souverain, c'est d'être toi-même. On va chercher des mots, mais finalement, c'est d'être vrai, c'est d'être, comme tu dis, le soi, en fait, la personne que tu es venu incarner, que tu es censé incarner tout le temps, et pas un jeu que tu es en train de faire, tu vois. Donc, être vraiment, l'être au-dessus, quoi, la conscience au-dessus. De toute façon, s'il y en a qui, par exemple, ça leur déplaît, la façon dont tu réagis, c'est à eux que ça déplaît. Et quelque part, c'est aussi là l'esprit, l'intention qui les met face à ce déplaisir. Toi, ça te plaît pas non plus, ça t'amuse pas. Hein. Je pense que on n'a pas envie de répondre spécialement à des agents de l'autorité prétendue et puis de voir revendiquer nos droits. On a juste envie d'avoir la paix. Exactement. Ça, je suis complètement d'accord. Oui, effectivement. Moi, je n'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux. L'idée, c'est que je n'ai plus envie de devoir rendre des comptes. Ça, c'est différent. Donc, moi, cette partie-là, j'en tiens compte. J'agis sur cette partie-là. Maintenant, ça a des conséquences sur les autres qui peuvent peut-être déprécier que je ne suis plus malléable ou que je ne suis plus, que je ne rentre plus dans les rangs. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je me sens beaucoup plus libérée de ne pas devoir me justifier et de me dire, final, que tu plaises ou que tu plaises pas. De toute manière, tu déplais toujours à quelqu'un. Tant que ça ne me déplaît pas à moi, que je ne me déplaise pas à moi, c'est ça qui m'importe. Et je dirais, et encore, parfois, on est beaucoup plus sévère avec soi-même qu'avec les autres. Donc, nous sommes aussi, il y a ce côté aussi qui est très dangereux, c'est que parfois la culpabilité fait partie de ces peurs qu'on nous inculque. Donc, ça veut dire de reporter son jugement sur soi-même. Et là, pour moi, c'est la pire des armes, c'est la culpabilité qui nous met parfois en disant t'as vu, t'es pas une bonne mère, ou t'as vu, tu es dangereuse, tu ne sais pas vivre en société, ou tu n'acceptes pas les directions. Et là, tu pourrais te culpabiliser. Mais c'est là le danger qu'il ne faut pas franchir, c'est de rester statique en disant, bon, écoute, c'est votre perception, c'est pas la mienne. Ben voilà, de toute façon, c'est pas le plus important de se préoccuper des effets de ce qu'on produit, puisque de toute façon, on en est ignorant, que ce soit les personnes qui interagissent avec toi, qui te regardent, qui vont entendre des choses. Bon, ça, on le décide pas. Donc, on doit s'en tenir à suivre notre voie, notre justesse. Et puis, les autres, c'est pareil. Hein, si celui à qui ton comportement déplaît, c'est-à-dire que déjà, lui, il suit même pas sa propre liberté, son libre arbitre, puisque il est programmé d'une certaine façon, et puis en plus, il juge des éventuels effets ou des propres actes des autres. Donc, il leur interdit d'avoir leur liberté de choix et d'exister. Et puis, il s'empêche d'avoir la liberté aussi de couper la vidéo. Il pourrait très bien aussi se dire, tiens, je regarde pas cette vidéo, elle me déplaît. Mais non, il préfère se mettre dans un état d'angoisse, de stress, de colère, etc., et de continuer à regarder la vidéo. Moi, en fait, quand ça me Oui, mais au fond, déplaît, tu vois bien que
tu vois que c'est leur être, leur esprit qui les oblige quelque part. Comme au début on disait, est-ce qu'ils ont une réaction rationnelle et ils ne se disent pas, bon, bah, j'y pense plus, mais non, ils sont là. Évoluer. Donc c'est ça les forces de la même façon que le coup de pinceau raté ou que le fait de repousser notre émission ou toutes ces choses-là. Ils sont pas maîtres de leurs actes, c'est ça qu'ils doivent concevoir. Donc pourquoi ça leur déplaît, que ce soit les réactions des autres ou bah, si ça leur déplaît, c'est que l'ego est en train de se battre. Il se dit oh là, c'est en train de me mettre en danger. J'ai pas envie. Moi, je pense pas comme ça. J'ai peur du changement. Mais il faut dire que Exactement. l'ego, on peut toujours trouver des raisons logiques et rationnelles, mais par contre, ces craintes, elles sont toujours là. C'est-à-dire que c'est jamais de la compréhension. Elles sont jamais justifiées. Quand l'ego a peur, c'est juste par rapport à ses critères, il est programmé comme ça. Il a aucune connaissance de quoi que ce soit. J'ai envie de dire pour le mental, si tu fais une liste de 7 couleurs, pour lui, c'est ça l'arc-en-ciel. Mhm. Et pour l'esprit, c'est toute la perception, tout l'objet, voir des couleurs, voir la transition, et puis tout ce que ça produit. Donc, il y a une différence de compréhension entre un simple critère mental et voilà, c'est une programmation qui ne comprend rien. Ça s'est associé des concepts, c'est aussi bête qu'un système informatique. En réalité, notre ego, sauf il se donne l'impression d'être beaucoup plus intelligent parce que c'est comme une IA complexe. Euh, et comme nous, on perçoit à travers ça, on accepte ces filtres, on se dit, ah, on a une grande capacité de jugement rationnel, on est capable, nous, de savoir mieux que l'esprit, mieux que les autres, ce qu'on doit faire pour pas s'enfermer et pas se faire du mal. Alors qu'on voit bien que c'est dans la réalité, on va dans C'est l'autre pas... sens. Exactement. Donc, à la limite, le fait de réfléchir de trop, le fait d'être tout le temps dans le mental, d'être tout le temps en train de calculer, d'être tout le temps en train de se dire il faut que je me mette, Yann, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Les il faudrait les bannir. Il faudrait. Les oui, c'est à bannir. À bannir dans le sens que c'est un poids que tu te mets qui n'est pas nécessaire. Maintenant, c'est sûr que le mental parfois prend le dessus parce qu'ils sont toujours en train de taper sur le clou en te créant de nouvelles peurs. C'est pas un système. À l'heure actuelle, notre matrice, on est tout le temps agressé extérieurement pour mettre à mal notre mental. Et c'est pour ça que c'est une matrice d'apprentissage finalement. On apprend, on s'en fout en fait au final. C'est une expérience comme une autre. On vit. Après, oui, de toute façon, le déroulement, ben, on voit bien que ce qui va se produire dans une semaine, dans un mois, dans mon existence, j'en ai pas le contrôle, là, je peux rien dire. Donc, c'est pareil pour le reste, puis pour le reste de l'existence, et puis pour la mort, hein. Et le problème, en fait, de tout ça, c'est que de toute façon, c'est quoi le seul objectif réellement important pour l'être? C'est de retrouver sa véritable nature. Tout le reste, se dire qu'on a un beau personnage ou qui va vivre 200 ans au lieu de 100 ans, bon, ben, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de retrouver ce qu'on est pour pouvoir je peux pas dire l'incarner, puisqu'en réalité, on peut pas incarner l'esprit. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est l'esprit qui quelque part, vit des choses incarnées. Mais d'ailleurs, j'ai peut-être même pas commencé le détail, c'est que on se dit, tiens, trouver l'esprit, on n'a même pas parlé, on n'a même pas clairement défini ce qu'était l'esprit, ni les méthodes pour trouver l'esprit. Est-ce que, euh, est-ce que, par exemple, se focaliser, j'entends beaucoup de propos qui vont aller dans le sens de la science prouverait de l'existence de Dieu, prouverait l'esprit ou l'esprit expliqué ou des choses comme ça, ou même la conscience, et ci ou ça. Mais il n'y a pas c'est pas des concepts qui sont scientifiques en réalité. On peut parler de conscience éventuellement comme d'un concept scientifique parce qu'elle manifeste des choses dans la matière et puis que, par exemple, ça va activer quelque chose dans le cerveau. Mais la conscience n'est pas l'image matérielle qu'elle génère. Mmh. Donc, établir, est-ce que en accumulant
des observations sur l'univers en faisant plein de modèles et des théories. Est-ce qu'un jour on va faire une expérience ou une théorie en disant ah ça y est, j'ai trouvé l'esprit là-dedans. Voilà l'esprit ou l'esprit n'existe pas. Est-ce que ça c'est concevable en fait? Ça me Alors, semble un peu ça veut difficile. dire si on Parce que l'esprit n'a pas de limite. Je veux dire, ben, c'est pas déjà. ça n'a pas de limite. Bah déjà, la recherche est absurde, puisque de toute façon, si tu disais ça, tu pourrais toujours dire, en fait, je suis un esprit qui est en train d'imaginer un monde où il y a un ensemble de scientifiques qui ont réalisé un ensemble d'expériences et qui te disent, l'esprit, c'est ça, ou alors en réalité, déjà, c'est pas un être, on verra, c'est un principe, donc c'est pas une chose, c'est pas quelque chose qu'on va montrer ni expliquer. Euh, Ce qui pourrait être intéressant, c'est ce que la liste que j'avais faite de mots, on va dire des mots qui peuvent désigner des mêmes principes, des principes proches de ce dont on parle. Oui. Alors, je vais les lire. Je vais les lire, puis des fois on s'arrêtera peut-être un peu sur certains. Donc on a dit l'esprit. On va même l'écrire avec une majuscule. Et je prends je choisis la convention de maintenant pour certains livres d'écrire en majuscule tout concept qui est euh, immuable, on va dire, impossible à changer, c'est-à-dire permanent et immuable. Mhm. C'est pour bien différencier aussi les choses qui changent. Quand on parle du personnage ou on pourrait faire la distinction entre le soi avec une majuscule ou une minuscule. Donc il y a des choses qui doivent être immuables et d'autres non. Ça, on y reviendra aussi. Ça en découle on va dire, de l'hypothèse initiale de l'évidence. Alors, on pourrait dire que l'esprit, c'est l'absolu, c'est Dieu. Mhm. L'absolu, c'est ce qui nous permettra d'aborder tous les autres concepts. Bah déjà le concept de relatif, les concepts aussi de changement ou d'unicité, toutes ces choses-là. Dieu, j'aime pas trop ce mot puisque de toute façon il désigne souvent le Dieu des religions, donc une sorte de personnalité ou alors soit un absolu qui n'a aucune intention réelle et qui a pas d'intérêt, soit une sorte de personnalité un peu bizarre ou avec des intentions cachées et qui est différente de nous. Donc, je pense que c'est un terme que j'évite. J'ai aussi dit l'évidence, parce que l'esprit, en réalité, c'est la base, c'est l'hypothèse de tout raisonnement, de toute la perception de notre existence. Donc, c'est l'évidence qui est là, qui nous permet de percevoir le reste. Toutes nos conceptions, toutes nos croyances, elles partent de cette évidence que là, je suis en train d'être un esprit qui perçoit, j'ai un point de vue sur ces choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, en fait, C'est, on est la continuité de l'esprit. Je veux dire, nous, dans tous les êtres qui sommes ici, je dirais, incarnés, c'est juste comme si c'était tentaculaire, comme si c'était de ses doigts avec des marionnettes autour, quoi, en fait, au final. Ça fait partie d'un même corps. c'est ça qui est intéressant. Alors là, ça sera un concept qui se comprend à la fin, cette différence. Est-ce que l'esprit est individuel ou collectif? Il faut voir que ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, si, ça a du sens. On n'est pas vraiment des parties, ce qu'on va dire. C'est un principe. Donc, c'est-à-dire qu'on dispose de cette capacité absolue et immuable. Euh, ça ne veut pas dire que chacun en a un bout, ça veut dire qu'on est ce tout. Oui, on a le même, si je reprendrais, pour avoir une image, on a le même ADN, mais on n'a pas les mêmes fonctions. C'est mieux comme ça? Justement, là, on est déjà dans la forme. Ah, pardon, je vais trop vite. Bah, c'est exactement le contraire. C'est que tu es déjà dans une manifestation de quelque chose. L'esprit est le principe qui permet cette manifestation, le principe observateur. Si toi, par exemple, ta perception en tant que principe était différente de celle de l'autre, je ne parle pas de la sensation, là. On parle de la capacité de perception de l'esprit, par exemple, la capacité de la foi de l'esprit, la capacité de créer de l'esprit. Tout ça, on va dire, oui, effectivement, on en a une partie, mais pas un fragment, plutôt une partie comme un hologramme où l'entièreté de ce principe est en Dans tout, oui. en tout L'entièreté du être principe doté de volonté, on va dire. Mmh. Une carte mère, c'est la même carte mère partout.
C'est ça que tu veux dire. On a C'est le même. les mêmes qualités, la même conception, mais mais est-ce qu'il y a une individualité ou pas? Ça, c'est le persona qu'on prend ici en venant s'incarner qui nous donne cette personnalité. Alors, l'individualité en tant que point de vue, mais c'est là où il faut justement, il faudra creuser plus profond l'histoire du libre arbitre. C'est que est-ce qu'on a une ou plusieurs intentions différentes? Et ça, j'avais déjà donné des pistes pour expliquer que en réalité, on considère qu'on a une seule intention collective, mais elle est pas, c'est pas une intention, c'est pas au sens de, on est obligé d'avoir la même pensée. Ce sera beaucoup plus subtil que ça, mais on peut pas arriver à cette perception justement de la distinction entre avoir une intention qui serait par exemple opposée à celle d'un autre esprit, si on n'a pas compris, on n'est pas passé par d'autres phases où on accepte un petit peu d'être déjà l'instrument de son propre soi. Mm-hmm. Donc il faut commencer par savoir ce qu'on est avant de rejeter ou se dire peut-être qu'il a des meilleures intentions que l'esprit majuscule, ou peut-être que je suis différent, peut-être qu'en tant qu'humain, j'aurais même encore des meilleures idées parce que je suis là à percevoir et puis qu'ils ne savent pas. C'est tout ça un petit peu qu'il faut, on va dire, bannir de la pensée. Parce que ça mène à des questions qui n'ont pas vraiment de sens, je veux dire, d'y répondre, de dire, bah, écoute, on a tous la même intention, ou il n'y a qu'un esprit, c'est toujours mal compris. Donc, chacun doit juste essayer de retrouver sa propre intention, sa propre. Alors, tiens, on va dire l'hermétisme. On parlait des principes d'Hermès. Le premier principe, c'est le tout est esprit, l'univers est mental. Je traduirais déjà le tout est esprit par toute chose, tout concept, toute pensée, tout objet peut être décrit comme une vue de l'esprit. Mm-hmm. C'est ça qui sera important. Et ça, on verra que c'est le fil qui peut nous permettre d'envisager chaque perception, chaque interprétation de la bonne façon. Donc, quand on se pose la question qu'est-ce que l'âme? On va commencer en disant l'âme, c'est une vue de l'esprit, une certaine vue de l'esprit. Et après, on va détailler qu'est-ce qu'elle prend en considération comme vue de l'esprit, cette âme. Et ça va être la différence entre détailler ou décrire un objet manifesté ou pensé par l'esprit auquel il peut s'identifier ou pas. On ne s'identifie pas à notre tasse, mais c'est la même chose que l'âme, quelque part, c'est une manifestation c'est un certain point de vue de l'esprit, c'est-à-dire par l'esprit, sur l'esprit. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant que je détaillerai sûrement d'abord dans un livre avant d'en parler ce soir, c'est que le principe d'Hermès, c'est pas l'esprit et le tout, c'est le tout et l'esprit. Et ça, c'est la nuance est importante. Ça veut dire aussi que justement, il manque un principe dans ces 7 principes. Et c'est pour ça que tout le monde est un peu coincé, il leur manque le principe le plus important. Et là, je garde le suspense pour une autre fois. Je préfère que tout le monde essaie de se poser un peu la question de il manque vraiment quelque chose d'évident. Alors, je vais juste citer la suite de mes mots. L'esprit, on peut dire que c'est l'un avec un U majuscule, donc l'unité. Ça peut être en chinois le Tao, donc le chemin, la voie, la source, on en parle beaucoup. Ça pourrait être la mer, la cause, l'influence, la volonté, la présence, le regard, l'attention, la perception. Donc j'ai dit le tout. Alors suite à l'hermétisme aussi, on peut avoir la représentation mentale que j'ai représentée, enfin que j'ai expliquée, donc l'idéalisme, où l'esprit correspond, ou plutôt le tout correspond au réel. Donc le rêveur, on peut dire que l'esprit, c'est le rêveur et la substance du rêve en même temps. Et donc on se focalise toujours sur la partie substance du rêve et processus du rêve en oubliant le rêveur. D'ailleurs en science, on verra bien tout ce qui est raconté, c'est toujours en faisant abstraction de l'esprit qui observe. Il n'y a jamais une phrase dans une publication scientifique qui dit l'esprit observe que, alors que toute publication scientifique devrait commencer par ça.
Mais même en histoire, L'esprit observe que en supposant. même dans Ben oui, l'histoire, si tu prends quelqu'un qui raconte une dans tous les domaines. histoire, si c'est raconté par la victime ou si c'est raconté par le bourreau, l'histoire n'est pas du tout la même. Donc c'est ça aussi qui est important de savoir qui observe ou qui raconte l'histoire. Alors si on a tous le même compteur, Ben oui, puis il faut toujours. Puis il faut toujours prendre en considération qu'il y a l'observateur et que si on fait une théorie scientifique en disant à la fin, ouais, bah, l'esprit est un processus, c'est oublier que l'observateur est là et c'est qu'il a été exclu de toute et qui l'analyse. D'ailleurs, influence. bon, je vais pas revenir sur la science puisque j'ai écrit voilà, j'ai écrit mon dernier livre, Le Sage irrationnel, qui détaille ces choses-là, donc on va pas revenir dessus. Hein, c'est la philosophie et la science qui se basent sur une inversion initiale et qui exclut complètement l'esprit. Alors, l'esprit, on pourrait dire aussi que c'est l'indivisible, l'illimité, l'infini. C'est aussi le sens ou ce qui donne du sens. On a dit c'était la foi, la volonté, l'amour, la joie. Enfin, on pourrait dire que c'est le terme qui regroupe tout ça, qui a été utilisé il y a 2000 ans et plus, et qui est resté aussi dans le bouddhisme. C'était la vacuité, qui a été complètement oublié puis inversé avec le Alors, vide et le alors, néant, ce serait plutôt ce qui fait que la l'information. plupart des gens Pardon. sont plus Donc, capables. la vacuité, ce serait l'information. Avec un I, non? Ah non, mais Non. L'information, non. L'information, c'est une vue de l'esprit. Si tu te dis que tu es information, ça veut dire que tu n'es déjà pas le principe qui est capable de générer et de lire cette information. Donc, on a dit l'esprit, c'est le sens. S'il y a de l'information, c'est lui qui en donne le sens, qui en donne la substance, qui en donne l'intention, qui en donne l'influence. Dans, dans les processus, quand on retire cet observateur, l'intention, l'influence, le regard, il n'y a pas de cause et d'effet. Il n'y a qu'une suite de action-réaction, alors, est-ce qu'on de peut, somme nulle. Et c'est ce que la science étudie. est-ce qu'on peut prendre l'exemple, par exemple, Oui, d'une création? S'il n'y a pas l'intention, donc un couteau, s'il y a l'intention de tuer, ça devient une arme. S'il y a l'intention de se nourrir, ça devient pour étaler ton beurre sur ta tartine. Donc, donc le couteau en lui-même, le couteau, ce serait quoi? Ce serait le principe. Et l'intention, ce serait soit pour tuer, soit pour se nourrir. Est-ce qu'on pourrait dire ça plutôt comme ça? ouais. Ce serait un début, mais là, tu nous amènerais vite vers justement une division, une polarisation de l'attention. On va se retrouver à avoir un côté bien, un côté mal. Mais l'idée, Mais ça, disons c'est des autres que lois qui vont être non, amenées après. Les autres lois immuables te donnent encore ce principe-là, qu'en fait, l'esprit est le tout, une polarité, un genre, etc. Donc ça complète après. non, c'est le tout et esprit. Je précise bien. Ok, bon, le tout est esprit. Ça veut dire que si tu veux, l'esprit est plus que ce tout. Le tout, ce qu'on appelle tout, c'est justement cette matrice ou cet univers matériel, cet univers des processus dans lequel il y a la manifestation des choses. Ce tout de l'hermétisme, il représente pas le tout réel, incluant l'esprit. C'est là que justement tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, et qui bizarrement manque à tous les niveaux, dans tous les domaines dans ce monde, c'est la description ou la prise en compte de cet observateur. Et quand je dis observateur, c'est pas seulement observateur, c'est de l'intention, de la volonté, de tout ce qu'on a dit. La vacuité, en fait, c'est plus compliqué que la manifestation, dans le sens où ça oblige à adopter déjà une sorte de philosophie de la voie du milieu, donc d'accepter l'être et le non-être, de les comprendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les choses ne sont pas des choses en soi, n'existent pas en soi,
et que la seule chose qui a réellement cette existence en soi, c'est cette partie observateur, ce principe du regard et de la perception. Mais là, on en est encore, on en est toujours au début. On parle beaucoup, on a beaucoup dans notre mental, là, tu vois, on essaie de faire coller des concepts. Mais à des moments, ce qu'il faut, c'est les vivre, ces choses-là, et comprendre, dépasser, faire la distinction, par exemple, entre la croyance et la foi. Ça sert à rien d'en faire une définition. Non. Parce que si on en fait une définition, ça sera une croyance de la foi. Ce serait exactement la même chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, quand tu parlais aussi des couteaux, justement ce principe de l'absolu, on va dire, qui mène à tous les autres, et il y a un autre principe de l'esprit, on va dire, qui est lié, qui en découle, c'est l'équanimité. Et l'équanimité est un jugement, justement, on ne peut pas diviser entre choses qui sont bien et mal. Donc, ce sera un autre concept. On peut dire que dans la vision idéaliste, ce qu'on appelle bien et mal d'une façon mentale, c'est plutôt qu'est-ce qui est, on va dire, agréable ou bénéfique à l'esprit, et agréable et néfaste à l'esprit. Et là, on se rend compte que, effectivement, nos concepts de bien et de mal sont souvent relatifs. Hein. Il n'y a pas de manger une pomme, on va pas dire c'est bien. Pourtant, on mange. Enfin, si, on va pouvoir se dire c'est bien, ou manger un animal vivant, est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que le manger mort, c'est bien ou mal? Quelque part, là, on est déjà dans une manifestation de processus avec aussi des nécessités. On peut pas décider de faire ce qu'on appellerait le bien, puisque de toute façon, on n'a même pas comme on disait au début, la connaissance de tous les effets de nos actes, toutes les conséquences. Donc, même si on définissait le bien en disant oui, il est évident, dans certains cas, effectivement, il est évident, dans d'autres cas, il n'est pas évident. Et on ne peut pas se baser sur un concept éthique comme ça, simplement. Donc, on est obligé de repartir si on veut appliquer des règles, par exemple, des règlements qui, là, sont purement du mental, de la programmation. Il faut toujours les appliquer par une représentation idéaliste. C'est pour ça que je l'ai présenté, cette représentation. C'est pour un paradigme social. On va faire des règles qui sont centrées sur l'individu et ses perceptions et ses réalités, et non pas sur les autres et les éventuels effets. Donc, on partira toujours de ce qui est réel plutôt que sur des fictions. C'est ça. Donc, attends, pour donner un exemple. Attends, je vais donner un exemple par rapport à ce que tu dis. Donc, les lois, elles devraient être basées sur des conséquences, donc des choses qui se sont passées, et pas sur des présomptions que ça aurait pu se passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la prévention, on devrait être dans l'action quand il y a eu quelque chose. Je prends l'exemple, mon téléphone, tant que je n'ai pas mis en danger un véhicule ou que je n'ai pas mis en danger la vie de quelqu'un, je n'ai toujours pas commis de délit. À partir du moment où je fais du mal à quelqu'un, que la voiture est abîmée, alors là, j'ai commis un délit et là, on est dans une autre réaction. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, voilà. Puis c'est de commencer on serait obligé de s'adapter sans arrêt aussi, par contre. Puisque de toute façon, même on va dire les punitions ou ce qui se produit si on commet un acte qui va à l'encontre justement de la liberté de l'autre ou de ce qu'on va appeler le bien, c'est-à-dire, comme je disais, sa perception agréable des choses ou sa liberté. Mais je ne sais plus ce qu'on disait. Donc, voilà, c'est que c'est nouveau, c'est une question de perception. Avant de punir, c'est une question de perception. Tout le monde a une perception complètement différente. On a tous une perception. Oui, on ne peut même pas appliquer des règles juste. Il y en a beaucoup qui voudraient écrire quelque chose en disant faire le bien, finalement, c'est tu fais aux autres ce qu'on voudrait qu'on te fasse et puis tu fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais ça, c'est pareil, c'est idiot, quoi. On en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable. Allez, imagine, moi j'aime bien de ramasser une fessée, mais si tu mets une fessée à un enfant, peut-être qu'il ne l'aimera pas.
Non, je rigole en disant ça. C'est pour rire, mais c'est pour Voilà, te donner une idée. l'exemple. C'est pour te donner une idée. Moi, pour moi, ça pourrait, je veux dire, dans mon état d'esprit, on pourrait avoir des goûts complètement différents. Où je veux dire, moi, je veux manger ma viande crue, et toi, tu m'imposes de manger ma viande cuite. C'est pareil. Donc, je veux dire, ta perception de ce qui est bon ou mauvais n'est pas du tout la même que la mienne, avec des tas de nuances, mais même subtiles. C'est des nuances qui sont différentes. Une jupe courte, c'est quoi? Une jupe courte, c'est au-dessus du genou, c'est à mi-cuisse, c'est radel touffe. Je veux dire, qu'est-ce que c'est une jupe courte? Et peut-être dans certains pays, il faudra même une jupe courte, ce sera peut-être à hauteur des chevilles. Et oui, On est puis décalé. de toute façon, c'est ça, on reste, quand on veut appliquer des critères, de toute façon, on est toujours dans un protocole, dans les processus, et on n'est pas dans l'esprit. L'esprit, la vie, en réalité, elle n'a pas eu besoin de règles, de lois pour se développer. Bon, quelle que soit la façon dont ça se développe, sachant l'histoire, que tout est faussé, mais je veux dire, la vie, un être vivant, un être spirituel est capable de vivre et d'interagir avec les autres en bon esprit. Et que on se rend bien compte que le monde provoque des contraintes, mais ça veut pas dire, c'est pas en rajoutant des règles et ou en mettant des règles figées qu'on enlève les contraintes. Par contre, justement, sur les règles, ce qui compte, c'est de comprendre les principes de l'esprit. On a parlé de l'absolu et de l'équanimité. L'équanimité, c'est si on le développe, qu'on le prend bien, qu'on le comprend bien, on verra que ça mène par exemple, juger l'existence de tout autre être au même niveau que son propre personnage. Ça ne veut pas dire qu'on va non plus aller se jeter à l'eau en risquant sa vie pour le sauver une coccinelle. Mais ça veut dire que si tu as l'occasion, par exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu es sur une table dehors, tu as une coccinelle qui se pose devant toi, tu vas pas te dire ah tiens, je vais l'écraser. On pourrait se dire parce que moi, ma perception de ce genre de choses, ça veut pas dire que la coccinelle est un être, d'ailleurs, je sais même pas si c'est un être spirituel conscient, mais vu que c'est ça dans ma conception mentale, je l'estime de cette façon, bah, j'ai pas non plus envie de le détruire inutilement. Mm. Donc, l'équanimité, c'est finalement pas faire aussi, Du pas faire tort. des Il y a actes une différence inconsciemment entre le mal sans. et le tort. Non? Je pense qu'il faut. Est-ce qu'il n'y aurait pas une distinction entre du tort, de causer du tort et faire du mal? Parce que le mal, étant donné que c'est complètement différent pour chacun, le tort, c'est peut-être plus basé sur. Bah, ce serait si on me disait que par exemple faire du tort, c'est continuer d'enfermer l'être dans ce qu'il n'est pas et l'enfermer dans ses programmations mentales, on pourrait dire que là, c'est effectivement une meilleure définition que de dire de faire du bien ou d'être gentil, par exemple. On sait que c'est pas en agissant d'une façon qui ne fait aucun tort, enfin, qui ne fait aucun mal, on a envie de dire, ou aucun désagrément, qu'on va dans le sens de la bienveillance. La bienveillance, elle est déjà, il faut l'appliquer à soi. Et puis, on propager ce qu'on est soi plutôt que de se dire, je vais être gentil parce que cette personne, elle réagira mieux si je suis gentil, plutôt que si je m'énerve, alors que là, elle a fait un truc qui nécessiterait ou qui demanderait une réaction autre que de la Écoute, prends gentillesse. l'exemple d'un enfant. Un enfant, tu vas lui Euh, interdire de traverser la rue, ce sera pour son bien. Un adulte, tu lui interdis de traverser la rue, c'est comme si tu l'empêchais d'être lui-même. Où est la barre? Tu vois, pour te dire que vraiment, je veux dire, cette action, elle peut avoir vraiment une intention louable de te protéger ou alors une intention négative de t'enfermer. Tu vois ce que je veux dire? Tu empêches un enfant de traverser la rue, ça sera de toute façon, pour le ici, je protéger. pense que Tu empêches un adulte de traverser la rue, ça pourrait être considéré comme l'empêcher d'être libre. Et donc, l'intention, c'est ce qui diffère. je pense de toute façon, il faut bien voir que tu parlais d'apprentissage tout à l'heure, ce monde, dans un sens, là où on est incarné, avec ses contraintes et son fonctionnement, ne peut nous faire
agir que d'une façon, c'est-à-dire d'aller vers la prise de conscience que justement on n'est pas, on est ignorant de beaucoup de choses et des conséquences de nos actes et des conditions de notre situation exacte, et que après de prendre de faire le choix de laisser tout faire à un gamin qu'il apprenne tout seul, ou alors de le contrôler. Même ça, de toute façon, notre personnage va être influencé d'une certaine façon. Donc même nous, en faisant ça, eh ben, il y a notre réel parent, notre soi, qui nous fait agir d'une certaine façon, qui peut nous faire. Souvent, hein, on a des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, et on les regrette. Où on se dit, ah, j'ai été, par exemple là, je sais pas dans cette émission, je sais plus de me faire vraiment une idée une image. Est-ce que j'ai donné, par exemple, est-ce que j'ai fait bonne impression? Est-ce que j'ai passé les messages que je voulais? Parce qu'au final, je sais même pas ce que je dois faire passer comme message. Je sais pas ce qui peut toucher. Souvent, si je fais vraiment la présentation que moi j'ai prévue, je pense pas que peut-être que l'essentiel ne passe pas parce que j'ai été à l'encontre de la vie, du mouvement, du moment. On pense, enfin, on est dans un certain état, un certain état de conscience, et puis on est en train d'exprimer des choses là, à ce moment précis qu'on n'aurait pas forcément dit il y a à ce moment. Mmh. D'ailleurs, on l'a bien cet exemple, je trouve, parce que je Oui, voulais pas du tout parler de cette histoire de libre arbitre au début, quoi. oui, et puis tu es capable donc l'auditeur va, lui, être capable de l'entendre ou pas de l'entendre ce jour où il va ouvrir l'émission. Lui aussi, ce sera dans le même état. Toi, tu n'es peut-être pas capable de dire telle ou telle chose, et l'autre, il n'est peut-être pas capable de l'entendre telle ou telle chose. Donc, je veux dire que ça, tu n'as aucune influence dessus. Donc, à quoi sert? À quoi sert de se prendre la tête à savoir si on va plaire ou pas plaire? L'idée, c'est d'être libre, d'exprimer quelque chose qu'on ne sait pas où ça va mener, mais qui a quand même une raison d'être puisque ça sort de notre bouche. Voilà, puis qu'on a été poussé à le faire, alors que bah, moi, en ce qui me concerne, hein, tu sais, je cours pas après les vidéos, les émissions, hein, j'en fais très rarement, c'est un peu une souffrance aussi. Pourtant, ça me fait plaisir, mais je sais pas. Il y a quelque chose dans ma programmation qui fait que j'aurais envie de me dire, oh, j'abandonne tout, ça sert à rien, j'en fais pas. Et il y a aussi ça, justement, découvrir pourquoi j'ai d'un côté une grande aspiration à certaines choses, et puis que finalement, des fois, soit elles sont désagréables pour moi, soit je les fais de la mauvaise manière, et c'est pour ça qu'elles sont désagréables. Si je prends pas de plaisir, par exemple, à dessiner, bah, finalement, je le fais de la mauvaise manière. Exactement. Exactement. Ouais. Donc, soit il faut pas que je le fasse, soit il faut que j'essaie de trouver le plaisir là-dedans. Si c'est impossible et qu'on me pousse, qu'on m'oblige à le faire, que les conditions, que ma vie fait en sorte que je suis obligé de faire certaines choses, eh ben, dans ce cas-là, il faut que je trouve pourquoi j'en éprouve pas de plaisir et pourquoi j'en ai peur ou pourquoi, je sais pas, pourquoi ça. Toutes ces choses comme on disait, les attentes, les peurs, les peurs de déraper ou de trouver quelque chose d'inconnu, peut-être parce que l'ego aussi, même peur d'une bonne découverte. Exactement. Puisqu'il peut pas la concevoir. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, Mais, ouais. Donc, on parle de tout cet esprit. Là, tu as donné un peu cette idée de tout fait partie de cet esprit, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est obligé d'être pris pour nous pour l'hypothèse de l'évidence, puisque comme tout le reste de ce qu'on va dire, tu pourras toujours commencer par en l'expliquant par je suis un esprit qui est en train de penser tout ça ou de percevoir tout ça. Et donc, vu que toutes les autres explications vont devoir toutes toujours commencer par, au final, bah, tout ce que j'invente, tout ce qui est perçu, même toi, là, par exemple, je pourrais me dire, je suis dans un rêve où j'invente tous les personnages autour de moi. Si, à partir du moment où cette interprétation est possible, la seule évidence qui peut être prise, c'est je suis là, j'existe et je perçois ça. Mmh. Donc, vouloir prouver quoi que ce soit sur cette présence évidente par le contenu qu'il est en train d'imaginer ou de voir, ça a aucun sens. C'est pour ça que l'approche scientifique et philosophique, elle ira jamais en ce sens-là, elle pourra jamais rien dire là-dessus. Mmh.
Et même j'ai envie de dire, les principes d'Hermès, si tu devais écrire le 8e principe, il serait compliqué. J'en parlerai un jour. Tu On va me dire que perturbes. c'est expliquer l'indicible, mais une certaine façon de le donner pourrait commencer par l'esprit est, 3 petits points, et puis tu dis quelque chose. Et puis tu en fais la description, puisque après on dit le tout est esprit. Donc on n'en a pas dit ce que c'était que l'esprit. Le tout, on sait ce que c'est, puisque c'est ce qu'on considère mentalement comme le tout ce qui est concevable mentalement. Et qu'on dit l'univers mental, c'est simplement que la matière est une sous-partie de ce tout mental. Donc, trouver l'esprit, c'est trouver une façon soit de dire, ou 1000 façons de dire ce 8e principe, et de les percevoir correctement. Ou de les percevoir un petit peu, au moins. Donc, de toute façon, on va pas faire une trop longue émission. Je pense qu'on a déjà, à mon avis, donné déjà un peu des pistes sur la façon dont ça doit procéder. On a fait un peu plus d'1 heure, je crois. Ce qu'il faut se dire, c'est que on va aborder les choses peut-être souvent en se disant, en partant de toute chose ou tout est une vue de l'esprit, et on va dire, mais bon, bah alors qu'est-ce que ça prend en compte? Par exemple, si on veut expliquer le temps, on va se dire, bon, d'abord, le temps est une vue de l'esprit, mais quel point de vue on adopte? Par exemple, quand on parle du temps en disant l'éternité ou un moment ou un instant ou le passé, le futur, le présent, ou un temps cyclique ou un temps perpendiculaire à l'autre ou des temps multiples. À chaque fois, on va dire le temps multiple ou le temps chronologique linéaire de mon présent vers un futur pour un certain point de vue est une vue de l'esprit, et dire quelles sont les différentes autres vues de l'esprit qui se permettent de se relier à ça pour le faire exister mentalement. Et on verra bien que c'est en ouvrant ces portes. Plus ouvert. Ça nous rend plus Voilà, ouverts on va par à être dans l'accueil et pas être dans quelque chose d'étriqué. Ça nous donne une ouverture. On est un peu en décalage, c'est pour ça, Évrard. Oui, je t'entends, je t'entends. Vas-y. Bien. Oui. D'accord. Bah, alors oui, des portes de l'esprit par des nouvelles façons d'envisager les choses, et puis ce que ça donne, faudrait que on pourra peut-être aussi faire des lives, ce serait intéressant, je pense, d'avoir des réactions, puis de suivre pas forcément notre voix à nous, mais de réagir à des questions ou des remarques sur certains concepts. Eh ben, écoute, c'est une première émission. Une première émission avec une piste d'action pour pouvoir cheminer sur une réflexion qui laisse libre cours à plein de choses. Donc, ça ne ferme aucune porte, ça donne plein de possibilités. Et si on démarre l'émission à chaque fois, tout est esprit. Et ceci est une forme de notre esprit. Et ben, ça laisse comment dire, entrevoir des tas de possibilités en étant moins étriqué et en faisant sauter certaines peurs. Parce que à partir du moment où tu te dis que quand on va parler du temps, par exemple, le temps, ce n'est que quelque chose de complètement relatif en fonction de chacun, de sa perception à soi, ça va permettre aussi de dégager des fermetures d'esprit, tu vois, débloquer des clés pour s'ouvrir. Et je trouve que c'est sympa, très sympa. Je pense qu'on a fait un bon début. Et puis, oui, ça sert pas à grand-chose de se dire je pense que je suis l'esprit ou je crois que je suis l'esprit ou je sais ou tout ça, puisque ce qui compte, c'est vraiment de dépasser ces simples propos. On va essayer, par exemple, si on parle du temps, de bien comprendre la différence entre le point de vue de l'esprit, qui justement, se dire c'est la plus grande peur du personnage, c'est sa propre mort. Mais la mort, celle du personnage, elle s'inscrit dans une chronologie temporelle qui est une vue de l'esprit. Donc, on verra comment envisager autrement l'être.
c'est pareil, justement, qu'on disait être ou ne pas être, ou faire un choix, comment on le conçoit, c'est une vue de l'esprit et qu'est-ce que ça implique. Et puis, il faut pas Ouais, hésiter aussi peut-être à prendre s'il y a des questions, des thèmes particuliers. Si la mort, le temps, la conscience, c'est toutes les mêmes choses. Quand on veut savoir ce qu'est l'âme, la personne qui se pose cette question, au final, elle s'en fiche d'avoir une définition. Elle veut juste savoir ce qu'elle sera après cette mort du personnage. Et on sait bien que c'est ça la problématique réelle. C'est pas la science qui va nous apporter quoi que ce soit là-dessus. Au contraire, puisque la science, elle est dans le processus, dans elle la voit le perception. miroir où il n'y a rien à voir. Oui, Voilà. exactement. Ah bah écoute, je trouvais que c'était très très intéressant. Évidemment, c'est une émission qui peut partir évidemment très très étendue. Donc canaliser, c'est sûr que c'est pas facile dans ce genre d'émission puisqu'on est dans de la philosophie un peu finalement. Hein. C'est ouverture vers autre chose, vers l'inconnu. Et l'inconnu donne tellement de possibilités parce que là, tu es illimité dans les possibilités parce que l'esprit n'a pas de limite, bien évidemment. Mais c'est des pistes, je trouve, de réflexion qui peuvent être intéressantes pour relativiser ce qu'on est en train de vivre et de se dire tout simplement, ben, quoi qu'il arrive, c'est juste, ça convient à ce que je dois voir, venir. Et puis voilà, on est avec beaucoup plus de légèreté au final en réfléchissant comme ça. Parce qu'on n'est pas dans des carcans, de nouveau, on n'est pas cloisonné dans des pensées qu'on nous demande d'étriquer. Et on se rend compte du nombre de pensées qui sont étriquées finalement, parce que même quand tu essaies de faire une ouverture, tu me recadres en me disant oui, mais là, c'est déjà une mentalisation. Effectivement, je le remarque. Au final, inconsciemment, on mentalise énormément et on est toujours dans des croyances, des perceptions de l'esprit sans arrêt. Ouais, on est le miroir l'un de l'autre, on se sert à ça aussi. Hein. Moi, c'est certains sujets où, sur l'âme, d'ailleurs, des choses que je t'avais dites, j'ai revu ma position sur ce que je vais décrire comme ce concept, puisque justement, je l'abordais mal, en essayant d'expliquer quelle est la différence entre ci ou ça. Alors que, Ouais. on va voir aussi qu'il y aura des approches qui seront amusantes, c'est en prenant les antonymes de sa mot, puisqu'on a souvent les mauvais contraires et on croit que le contraire du tout, par exemple, c'est le rien, alors que ça devrait être la vacuité ou simplement, par exemple, qu'est-ce que le contraire de la méditation? C'est assez intéressant, je trouve, de poser ce genre de questions. Alors, Voilà. donc de toute manière, ce qu'on met ici sur l'émission, ce sont des pistes de réflexion. Il n'y a aucune vérité parce qu'une vérité, de nouveau, est une perception de l'esprit. Ouais. Juste? D'ailleurs, oui, on reparlera aussi de ça. Est-ce qu'on doit dire la vérité? Justement, il y a des choses intéressantes là-dessus. Ok. D'ailleurs, dire la Ah bah vérité écoute, Evra, ou essayer de dire la vérité, c'est croire qu'on connaît. qu'on connaît la vérité. Donc là, c'est déjà très, très, oui. Non, mais Ouais, je n'ai plus entendu je la pense que fin ce de ta sera aussi phrase, tu un as été un gros petit peu sujet là-bas. bloqué, mais oui, je pense aussi. Je pense aussi. Un tout grand merci, Evrard. Merci à toi, Anne, puis merci à tout le monde, tous ceux qui regarderont. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, ou à indiquer des sujets ou des choses qui vous intéresseraient qu'on discute d'une façon un peu originale. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Et, merci, bonne soirée. Voilà, un tout grand merci de nous avoir écoutés. C'est des sujets qui peuvent sembler parfois très grands, très larges, très vastes. Et en fait, nous, on ne détient pas la vérité, mais c'est juste de pouvoir se dire finalement, ça allège qu'il n'y a pas une vérité absolue, il y a une perception. Et déjà comprendre à notre échelle en tant qu'individu qu'il n'y a qu'une perception, eh ben, c'est peut-être comprendre qu'il y a autre chose de beaucoup plus grand que nous ne sommes pas capables de gérer et le vivre plus sereinement peut-être que ce que nous vivons à l'heure actuelle. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions pour les émissions prochaines. Alors, en nous envoyant vos courriers sur, alors je retombe à chaque fois, je ne retiens jamais, reporter citoyen belge @proton.me.
N'hésitez pas à vous inscrire aux newsletters et à vous abonner sur reportercitoyen.be en sachant également que vous faites votre partie de travail, en partageant l'information. On ne sait jamais, on plante des petites graines. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre également sur YouTube. Merci beaucoup et une toute belle soirée.